Bonsoir chers auditeurs et merci d'être à l'écoute de ce libre journal où j'ai l'honneur, le plaisir, la joie de recevoir pour vous chers auditeurs, pendant les 3 heures de cette émission, la première et la seconde partie, et donc ceux qui viendront dans la nuit, et donc ceux de demain matin aussi, Philippe de Villiers, autour de son livre, le roman de Jeanne d'Arc. Philippe de Villiers, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous savez, chers auditeurs, que j'apprécie beaucoup et que je voudrais à chaque fois que ce soit vos questions qui rythment cette émission, parce que nous ne sommes pas ici pour vous asséner un discours, mais pour parler avec vous et créer cette chaîne d'amitié qui, depuis maintenant plusieurs années, s'est bien nouée. Mais aujourd'hui, c'est une émission qui est préenregistrée, donc vous pourrez nous envoyer vos observations, vos compliments, vos critiques, vos questions. Nous y répondrons la prochaine fois, mais pour les raisons d'emploi du temps de Philippe de Villiers, nous n'avons pas pu la faire dans le temps prévu. Et donc, vous pourrez nous écouter, vous pourrez réagir, mais ne soyez pas déçus si nous ne vous répondons pas tout de suite, puisque cette émission est préenregistrée. Avant de commencer, Philippe, je vais donner quelques annonces, parce que si je les donne pas maintenant, je vais les oublier. Donc, le dimanche 30 novembre, Anne Brassier vous invite à lire sous les sapins des livres d'histoire, des romans, des livres pour la jeunesse, où vous rencontrerez Jean Raspail, Philippe de Villiers, Rénal Séché, Marion Sigaud. Eh bien, vous serez en très bonne compagnie. Donc, vous êtes attendu le dimanche 30 novembre à la salle Chasseloup, 44 avenue Théophile Gautier, Paris 16e. Je pense qu'on vous le redira, mais notez-le dès maintenant, puisque c'est dans un avenir tout proche. Encore plus proche, le 23 novembre, le Salon du Livre 2014 d'Amitié Française, de 13h à 18h30, Forum Grenelle, 5 rue de la Croix-Nivert, une 60aine d'auteurs, alors je peux pas vous les donner tous. Il n'y a pas Philippe de Villiers, c'est dommage, mais il y a Jean Raspail, il y a Yves Daoudal, il y a Alain Sanders, Lavette Tanoir, Guillaume de Tilloy, Bernard Anthony. Enfin, vous verrez tout ce que vous entendez et que vous aimez. Et puis le 7 décembre, 23e fête du livre de Renaissance catholique. Alors, à Grand-Maison, Villepreux, c'est une fête que vous connaissez bien, mais je vous la mets quand même dans la mémoire. Vous aurez les conférences de Monseigneur Schneider, de Michel de Gégère, d'Éric Zemmour, de François-Xavier Bellamy et de Philippe de Villiers. 120 auteurs vous attendent pour dédicacer leurs ouvrages. Je voudrais aussi vous donner une date, si vous avez la possibilité de retenir toutes celles que je vous ai données. Le 6 décembre, le Cercle Vauban. Le Cercle Vauban, dans la salle qui est en dessous de Notre-Dame de Grâce de Passy, dans la salle Rossini, fait une réunion d'une colloque d'une journée entière de 9h30 à 18h sur la réforme des institutions. Et je crois que c'est très important. Vous y entendrez d'excellents orateurs avec une très bonne conférence de clôture de Philippe d'Hilaire de Crémier, pardon, et d'autres. Donc, vous voyez, vous avez d'ici Noël un emploi du temps extrêmement chargé, mais c'est bien, vous arriverez plein de vitamines intellectuelles et j'espère plein de dynamisme. Et maintenant, nous y allons pour nos amours communes et particulières, Philippe, avec le roman de Jeanne d'Arc. Alors, avant de donner la parole à l'auteur, et puis on fera ça sous forme de conversation, je vais parler très librement, d'ailleurs je fais toujours ici, ici on parle très librement, avec le cœur, et je vais dire à Philippe de Villiers que quand j'ai reçu son livre, j'ai eu très peur. J'ai eu très très peur, d'abord parce que je suis comme beaucoup un amoureux de Jeanne d'Arc, donc quand on est amoureux de quelqu'un, on a très très peur quand quelqu'un d'autre parle de lui, parce qu'on se dit comment il va faire, qu'est-ce qu'il va nous dire. C'est comme quand on a adoré un livre et puis qu'on le voit passer au cinéma, on dit « Ah, c'était pas tout à fait ça, je le voyais pas comme ça. » Et je me suis dit « Ouh là 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 là, il a fait parler à la première personne,
c'est quand même assez culotté, vu que elle a quand même beaucoup parlé, au moins à son procès. Donc on sait très bien comment elle parlait. Maintenant, après, dire que Peggy aussi, il a fait beaucoup parler. Mais il faut dire que Peggy, il a pas de complexe. Il fait parler Dieu, il fait parler Jésus, il fait parler Ève, enfin. Mais c'était quand même pas n'importe quoi. Et puis, au fil de la lecture, je me suis dit, oh voyons, mais qu'est-ce que c'est ce truc? D'abord, j'ai été conquis, donc j'ai été calmé, et même s'il y a des points sur lesquels bon, j'aurais vu les choses autrement, mais Jeanne est un personnage tellement riche qu'on peut la voir sous beaucoup d'aspects différents. Hein. Enfin bon, c'est vrai que elle a inspiré de Michelet à Lucien R, à Peggy, à Maurras, enfin tout le monde a sa Jeanne, quoi. Mais je me suis dit, au fond, c'est le premier grand film sur Jeanne d'Arc. Parce que les films sur Jeanne d'Arc, il y en a qui sont pas mauvais, mais il y en a aucun qui fasse de la naissance à Don Rémy jusqu'à la mort, qui nous fasse cette espèce d'immense fresque. Et c'est un film. C'est un film, et c'est un film dans lequel je trouve que elle est très vivante, Jeanne, et elle est très vraie. Et en même temps, autour d'elle et avec elle, comme un vrai film. Hein, je dis pas de ces films un peu intimistes à la Bresson où on voit ces petits pieds qui arrivent et puis bon, ou alors des trucs qui sont des super productions mais mal foutues. Là, je trouve que c'est quand même une super production. C'est une belle cinécénie. Hein. Mais elle est très noble, elle est très respectueuse dans le sens beau du terme, et en même temps, c'est pas du vitrail, c'est un vrai film. Bon voilà, moi j'ai fini. Après je pourrais y revenir. J'ai fini, mais je trouve que on a énormément de chance parce que après Charette, après Saint-Louis, ça continue quoi. C'est à chaque fois c'est appelé le roman, mais je pense que c'est en fait la espèce de grande cinécénie de l'histoire de France, non? L'année dernière, en fait, tu m'avais dit, lorsque je suis venu parler de Saint-Louis, est-ce qu'il y aura une suite? Et je t'avais répondu, je ne sais pas. Et tu as peut-être inventé un genre littéraire. Alors j'ai dit oui, la cinécénie, ouais, voilà, ouais. Il y a 37 ans au Puy du Fou. Et en fait, je me suis aperçu d'une chose. C'est pour ça que j'ai continué. C'est que la présentation, le choix de la première personne, la présentation du livre à la première personne, c'est-à-dire sous la forme d'un journal intime, qui est plus difficile pour Jeanne d'Arc que pour Charette, ça a au moins un mérite, c'est que ça touche les jeunes générations. Parce que c'est facile à lire. Parce que le lecteur a l'impression qu'il est en contact plus direct, plus étroit avec la personnalité. Et j'ai fait pour Jeanne d'Arc comme j'avais fait pour Saint-Louis. J'ai écrit son journal intime pour lui rendre son humanité, c'est-à-dire retrouver la vérité de ses émois, de ses désarrois, de ses éblouissements, parce que depuis longtemps, depuis très longtemps, alors même qu'elle n'a jamais eu de visage pour l'histoire, elle est séraphique, elle est lointaine, elle est abstraite, elle est toujours très haut, accrochée aux antures sacrées comme une sainte d'enluminure, et donc il fallait déposer la tapisserie pour lui rendre un peu de ses vraisemblances et même de ses fragilités. Et je me suis dit, il faut que je sois vrai. Il faut que, en me mettant dans la peau de Jeanne d'Arc, tout sonne juste. Et c'était là la difficulté. Et en fait, je vais vous dire mon secret. Si j'y suis parvenu, c'est parce que je me suis dit, bon, il y a les grands historiens, je vais tous les voir, les spécialistes vivants, pour avoir leur son de cloche, avoir la tonalité de l'histoire officielle.
Ensuite, les historiens locaux. C'est d'ailleurs Philippe Contamine qui m'a dit, vous devriez voir tous les historiens locaux, parce que la tradition orale a charrié jusqu'à nous, sans que ça vienne jusqu'à l'histoire officielle, plein de petites anecdotes qui sont localisées et liées au lieu. Et ensuite, j'ai pris ma voiture et je suis allé de lieu en lieu, et en fait, en longeant, les lieux n'ont pas changé. Donc on dit, mais il reste plus rien de Jeanne. Il reste quand même les 2 procès, les pièces du procès, mais il reste aussi les lieux qui n'ont pas tellement changé. Et quand on longe les rivières, enfin, donc faute d'avoir rencontré le personnage, je voulais rechercher son aura. Et donc, je suis allé respirer là où elle a respiré. Je suis allé longer les rivières de ses chevauchés. Et contrairement à ce que je croyais, il reste toujours quelque chose de Jeanne, même un gazouillement, des bruits de campagne, des soleils levants, des humeurs vespérales, tout ça qu'elle a connu. Et quand on a fait ce tour de France de Jeanne, on se laisse envahir et on comprend, ce qui a été mon cas, que Jeanne irradie ceux qui l'approchent. C'est fort ça, hein, parce que alors ça commence, je suis une fille de l'eau. Oui. Ça commence, je suis une fille de l'eau, mais c'est vrai, dans les bords de Meuse et là pour le coup, non, d'abord je voudrais dire, il faut pas tout dire du livre aux auditeurs, mais enfin quand même on va leur dire un petit peu, parce qu'après de toute façon ils l'achèteront. Il faut de toutes les façons qu'ils l'achètent en grande quantité pour donner aux enfants, aux petits-enfants. C'est le cadeau de Noël. Mais en fait, au départ, si j'ai bien compris, c'est la confession. C'est une confession générale, ce livre. Elle est avec son confesseur au moment de mourir. Et il lui dit, mais Jeanne, on a un peu de temps, on a du temps avant le... Bon, ce qui d'ailleurs me paraît fort sur le plan de la construction du roman, peut-être pas très vrai sur le plan de l'exécution, parce que en général il traîne pas malheureusement. Mais enfin bref, et elle a le temps et elle se confesse, elle fait une confession générale à Isambard de la Pierre et à frère Martin l'Advenu surtout. Enfin, Martin, oui. C'est la construction. Et je me demandais comment j'allais évidemment raconter, développer le journal intime. Et puis, lorsque je suis tombé sur le dernier jour, le 30 mai, à 7h du matin, un moine entre dans son cachot, et un dominicain, qui s'appelle Martin l'Advenu, et qui va, chose surprenante et même inouïe, lui apporter l'hostie. Donc je me suis dit, voilà, je tiens le fil. Elle va se confesser. Et puis un théologien m'a raconté que il y avait à l'époque la grande confession. Et la grande confession, c'était la confessio fidei, la confessio laudis et la confessio peccati. C'est-à-dire la louange, la foi et le péché. Mais pas seulement le péché, au sens moderne du terme. La grande confession, donc ça dure longtemps. Et il se trouve que Jacques, c'est extraordinaire pour moi parce que je suis en face de quelqu'un qui connaît Jeanne d'Arc mieux que moi, alors je me méfie de ce que je dis. Non. Mais il se trouve que j'ai lu dans les pièces du procès que la confession avait duré quand même un certain temps, puisque c'est simplement à 8h, voire à 9h, qu'elle descend l'escalier à vis avec l'escorte pour entrer dans la cour et ensuite monter dans la charrette. Donc ça dure au moins 2 heures. Je me suis dit, bon, 2 heures, elle a le temps de raconter sa vie en 2 heures. Voilà. Surtout que elle est née en 1412, donc elle a que 17 ans. Bon. Et puis ça me permettait surtout de reprendre la main à la fin avec Martin l'Advenu. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle monte dans la charrette, elle parle plus. Et c'est Martin l'Advenu, le dominicain, qui parle à sa place et qui, ayant assisté
au drame du bûcher, va revenir à pied au couvent des Jacobins, les dominicains de Rouen, va recevoir la visite du bourreau, qui dit nous avons brûlé les teintes, qui a retrouvé le cœur intact et qui raconte la scène du pont Mathilde où le cœur a été mis au fond d'un sac qui a roulé dans le courant de la Seine. Et là, j'ai imaginé, c'est la seule invention de mon livre. Tout le reste est vrai. Et j'ai imaginé que Martin Ladvenu prenait la plume pour la postérité et qu'il écrivait la confession. Voilà. Et donc, en fait, c'est la confession de Jeanne d'Arc. Et en fait, il y a quelque chose que je vais te dire qui était au cœur de mon encrier. C'est deux choses, une dans la forme et une dans le fond. Dans le fond, j'ai voulu écrire ce livre parce que elle demeure, elle a été, elle sera demain le plus formidable trait d'union que l'histoire ait jamais inventé entre le ciel et la terre, dans l'histoire des hommes. J'étais à Moscou il y a quelques jours, il y a un opéra sur Jeanne d'Arc qui vient d'être créé, auquel assistaient mes amis russes. Le ciel, la terre, l'invisible, le visible. Même si on n'y croit plus aujourd'hui en politique, n'empêche qu'on parle tout le temps de l'homme providentiel, et on le cherche. Donc l'homme providentiel doit bien venir de quelque part. Et puis deuxièmement, dans la forme, et là je pense que tu seras d'accord avec moi, comme sur le premier point, c'est le plus pur chef-d'œuvre que le génie allégorique français ait jamais déposé dans notre littérature. Et moi qui suis habitué à écrire des cinécénies, n'étant pas un scientifique, ni un écrivain, ni un historien, je me suis dit, bon, l'allégorie, ça me va. Faire une fresque allégorique sous la forme d'un journal intime, c'est très différent, parce que on peut y mettre du souffle, on peut y mettre beaucoup de ses sentiments, de ceux qu'on imagine, et de ceux qu'elle a laissés derrière elle, comme une trace indélébile de ses fragilités, justement, de ses petites fragilités de jeune fille. Et il faut dire aux auditeurs une chose, c'est qu'en fait, le mérite d'un livre sur Jeanne d'Arc, c'est de restituer les propos de Jeanne d'Arc. Tout simplement parce que chaque réplique est un chef-d'œuvre. Et d'ailleurs, chaque réplique est passée à la postérité. Et alors j'ai essayé de comprendre pourquoi, à 17 ans, elle était aussi douée. Et je crois que tout vient de son enfance. Pour avoir connu dans mon enfance des paysans qui étaient des savants, au sens du bon sens et de l'érudition de la nature, Jeanne, en fait, fille de l'eau, fille des champs, fille de France, fille de piété, va cueillir ces mots dans les cryptes, en courant derrière les libellules des ajoncs de la rivière des Trois Fontaines, écoute les merles, écoute les oiseaux, décrypte presque leur langage. Enfin, elle est douée, quoi. C'est une paysanne qui est douée et qui se laisse envahir par la nature et par la foi pendant toute son enfance, si bien qu'à 13 ans, elle a vécu dans la vallée des couleurs de vos couleurs. Donc, faut toujours se dire que les filles qui aiment les fleurs portent de grands messages. Et elle aime les fleurs. Et alors, ce qui est intéressant, mais là j'aimerais avoir ton point de vue, c'est que hier j'ai vu une historienne qui dit c'était une mystique. Et moi je dis pas du tout, justement. En fait, chez elle, l'extraordinaire se trame dans l'ordinaire. C'est pas une intervention comme ça extérieure. Et quand on me demande, mais alors comment elle était, puisque vous avez travaillé avec elle pour faire ce livre pendant 10 mois, comment elle était?
Racontez-nous. Comment elle est? Comment elle réagit? Et je réponds, c'est une fille qui est faite pour le bonheur. Dans une époque troublée, mais elle a une enfance heureuse. Elle est faite pour le bonheur. D'ailleurs, elle est heureuse avec son père, avec sa mère. Elle dit qu'il est bougon, mais elle est tendre comme de l'endive. Sa mère est toujours après elle. Ses frères et sœurs, elle leur prépare des réserves de marrons pour leur lance-pierre. Sa grande sœur, Catherine, qui l'emmène à Notre-Dame de Bermond, etc. Alors, elle est faite pour le bonheur et elle aime rire, elle aime courir. Elle aime danser, elle aime chanter, elle aime tout ce qui danse et qui chante. Tu parlais des libellules, les papillons, les abeilles. Elle regarde comment on fait de la cire pour les cierges de Notre-Dame de Bermond, etc. Et donc, elle correspond à ce que lui diront ces saintes en avril 1430 à Melun, sur le bord du fossé. Ils lui disent, avant la Saint-Jean, vous serez prise, tu seras prise, ne te chaille pas, prends tout en gré. Ne te chaille pas, ça veut dire ne t'effraie pas, prends tout en gré, ça veut dire prends tout du bon côté. Et en fait, il semble que dès sa naissance, elle est née pour les rois aux Épiphanies, donc de 6 janvier 1412. Il semble que dès sa naissance, Jeannette est pris comme devise, je prendrai tout en gré. J'accepte tout. C'est l'humilité des saintes incarnées. D'ailleurs, elle a dans sa postérité, d'abord je dis que je suis tout à fait, en tant qu'amoureux de Jeanne d'Arc, je suis tout à fait en accord avec tout ce que tu viens de dire. Si j'étais pas d'accord, je le dirais. Mais en fait, non, je crois que c'est tout à fait ça. Et dans sa postérité, elle a un poète qu'il a beaucoup aimé, François Villon, puisque c'est quand même le premier qui, après Christine de Pisan, ait chanté La Bonne Lorraine, quand Glèbe l'air à Rouen, et qui naît d'ailleurs le jour de l'année de sa mort. Et Villon a ces très beaux poèmes qui prend tout en gré, François. Et c'est la fortune qui vient lui dire, soit François, soit Villon, prend tout en gré, Villon. Et en fait, je dirais que c'est à la fois Jeanne, et d'une certaine façon, ça fait partie intégrante du génie français, ou du meilleur de ce qu'on a dans le génie français. Je sais plus lequel de nos rois, après, mais ça devait être d'ailleurs pendant la guerre de 100 Ans, après une défaite, je sais plus si c'était Azincourt ou pas, et qui dit, maintenant il ne nous reste plus qu'à avoir bon cœur, et qu'à faire bonne figure et tâcher d'avoir bon cœur. Et il faut tenir, quoi, même quand, et elle est dans cette optique. Et c'est vrai qu'elle est faite pour le bonheur. Et je pense que c'est quelque chose que Péguy a bien vu, quand il imagine ses prières un peu interminables avec sa discussion avec Madame Gervaise dans le mystère de la charité. Et voilà, on lui explique qu'il faut beaucoup souffrir, que le Christ a souffert, que les saints ont souffert, et que c'est normal, et puis qu'ils ont échoué, et qu'à la fin, elle se lève, et elle dit, il faudra un saint qui réussisse. Et en fait, c'est, je crois que, pour moi, la trame de sa vie, qu'on voit très bien sur la page de garde du roman de Jeanne d'Arc, avec son étendard, sa trame de sa vie, c'est quand même, on va gagner. Et c'est pas parce qu'on est saint et on n'est pas fait pour la défaite, en fait. Elle est dans l'esprit même. Je trouve qu'elle est dans l'esprit même de l'histoire de France. Elle est dans l'esprit de Clovis, Dieu de Clotilde. Si tu me donnes la victoire, je me ferai baptiser. Enfin, c'est un cri de guerre et c'est un cri de foi, mais c'est en même temps une condition. Et le mot victoire, c'est son mot à elle. Hein. C'est une fille de victoire. Oui, alors, il y a une question, justement, en t'écoutant.
puisqu'on est en train de suivre, c'est très bien. Et on va commencer, on va suivre c'est bien. Chronologiquement. C'est bien, voilà. Alors, on reste sur l'enfance. Il y a deux questions sur l'enfance. La première, c'est elle vit dans la peur et dans la confusion de son époque, puisque son père est quand même procureur doyen, donc c'est une famille paysanne moyenne. Elle s'occupe des brebiettes, des vaches, etc., des troupeaux. C'est une famille paysanne, mais d'un certain standing, d'un certain niveau. Son père connaît Baudricourt, et donc il ramène des nouvelles sur la table de famille qu'il dépose le soir à la veillée. Et finalement, si elle a été choisie par les voix, c'est peut-être parce qu'elle était une des filles de France les plus à même de comprendre ce qu'était un royaume en perdition, puisque en fait la châtellenie de Vaucouleurs était un dernier lambeau de terre française, mais qui était parcouru par des Armagnacs, par des Bourguignons, par des écorcheurs, et donc elle voyait le désordre, elle l'avait sous les yeux, donc elle était préparée à comprendre ce que les voix allaient lui dire. Et donc ça, c'est la préparation, je dirais, temporelle. Les voix lui parlent du désordre, la grande pitié du royaume de France, et elle le voit, le désordre, puisque elle voit la roberie, la dérobrie, elle voit les loups qui déterrent les paroissiens sépulturés dans le clos du cimetière, etc. Donc elle sait ce que c'est que la peur, et elle sait ce que c'est que le désordre, et elle entend son père qui dit « Pauvre France, comme une dame déjetée, humiliée », elle entend parler du traité de Troyes, elle a que 8 ans. Mais le traité de Maastricht de l'époque, où les politiciens transfèrent la souveraineté parce qu'elle est trop lourde, trop difficile à porter. Et puis alors sur le plan spirituel, là aussi elle est préparée. Pourquoi? Parce que c'est Don Rémy. Don Rémy, c'est l'église de Don Rémy, et au catéchisme, le curé de Don Rémy lui dit, Don, ça veut dire Monseigneur. Donc Monseigneur Rémy, donc Jeanne, ma petite Jeannette, tu es dans l'église là, qui est dédiée à ce fameux évêque qui a sacré le premier roi de France. Et elle a dit, qu'est-ce que ça veut dire sacré? Et sans doute qu'il lui explique, et ça explique la phrase de Jeanne, Charles de Valois recevra plus de force d'une seule goutte d'huile que de 10 000 lances. En d'autres termes, sa mission, elle est toute contenue dans l'enfance, quoi. C'est-à-dire l'enfance temporelle, avec tous les troubles. Elle sent que le royaume de France, elle entend un soir son père dire, ça y est, c'est fini, Baudricourt va tout lâcher, les Anglais vont arriver, les Bourguignons vont arriver. Donc, ayant vécu dans la peur de la fin du royaume de France, quand elle entend les voix lui dire c'est grande pitié, il faut aller sauver le royaume de France, elle est préparée. Et quand les voix vont lui dire il faut aller sacrer le roi à Reims, après avoir délivré Orléans, elle est préparée. Parce qu'elle dit, ah oui, sacrer le roi à Reims comme Saint-Rémy. Et quand elle voit Regnault de Chartres plus tard, qui a du mépris pour elle, qui ne croit, comme beaucoup d'évêques, ni au miracle, ni au sacre, elle fait le rapprochement avec Saint-Rémy en disant quelle pente descendue. Merci, chers auditeurs, d'être à l'écoute de Radio Courtoisie, où je reçois ce soir Philippe de Villiers autour de son livre Le roman de Jeanne d'Arc. Et donc dans ce début, ce commencement dans plus que de l'enfance, il y a une question qui se pose quand on voit la vie quotidienne de Jeanne, comme tu la montres dans ce livre. C'est quand même une paroisse. Et en fait, la France a été faite par les villages, mais ces villages sont d'abord des paroisses, quoi. Et cette paroisse, elle a une vie de paroisse. On pourrait, lorsqu'on parle ensuite de l'abbé Michel Guérin, curé de Pontmain, on a l'impression d'avoir un peu la même paroisse. À 5 siècles de différence. Il y a le curé, il y a les offices, il y a cette vie, j'ose pas dire pas tranquille, mais dont l'ordre est réglé.
dont l'ordre est réglé, avec pas mal de liberté à l'intérieur de cet ordre, mais il y a quand même, enfin, ce cadre qui me paraît, c'est une espèce de petite merveille unique, non? Complètement. Ouais. Elle raconte qu'elle gronde celui qui sonne les cloches et qui fait le guet, qui parfois ne se réveille pas, Perrin Drapier. Et elle lui apporte des madeleines de Commercy, des petites galettes qui sont faites avec les jeunes gens dans le four de sa mère, dans sa maison. Donc elle s'occupe même des cloches, parce qu'elle adore les cloches, elle aime beaucoup les cloches. Elle parle du curé qui l'a baptisé, le curé Minet. Bon, c'est très important, pour elle, son baptême. Très important. Quand elle entend ses voix, à 13 ans, elle demande à sa sœur de l'emmener sur les sanctuaires, vers les sanctuaires où il y a des images de Sainte Marguerite et Saint Michel et Sainte Catherine. Et donc elle va à Maxey, alors ce qui représente un petit danger. Elle va à Neufchâtel et va parce qu'à Maxey il y a Sainte Marguerite. Et comment elle va reconnaître Saint Michel? Parce que dans le chœur de l'église de Don Rémy, il y a un vitrail avec son mantel rouge de Saint-Michel. Et puis, la notion de paroisse, on a tous vécu ça dans notre enfance, et il y a un lieu de pèlerinage dans la forêt. On croise les porcs à la glandée, il faut grimper, et là c'est sa sœur qui l'emmène dans ce lieu que j'ai eu la joie et le privilège de visiter grâce à la famille Olivier, une famille extraordinaire qui garde le lieu, qui le maintient en vie. Avec beaucoup de soin, beaucoup d'amour. Et cette chapelle de Notre-Dame de Bermond, elle n'a pas changé. Il y a encore le fameux Christ devant lequel Jeanne s'agenouille et on voit les côtes, tellement il est maigre, comme à l'époque, un Christ de déploration, et ce Christ sue à grosses gouttes de sang. Et donc, il porte la misère du monde. Et elle a beau lui sourire pour qu'il lui sourie à son tour, c'est impossible. Et il y a la Sainte Vierge à côté, qui porte l'enfant Jésus dans ses bras. Et donc, en fait, il y a le dimanche de l'étaré. Faire ses fontaines, elle fait ses fontaines. L'étaré, Jérusalem, on a presque vécu ça dans notre enfance. C'est l'ancienne église. Et donc, le rituel chrétien irrigue le temporel. Et le jour du dimanche des fontaines, c'est la fête. À l'arbre. On va à l'arbre, voilà. On fait l'arbre des dames ou l'arbre des fées. Oui. De Monsieur de Bourlemont. Voilà. Et avec les jeunes filles, donc les jeunes gens de Don Rémy s'arrêtent pour aller chercher les jeunes filles de Bourlemont, au château de Bourlemont, et pour les emmener donc pour manger des galettes pendant toute la journée avant de revenir vers la fontaine des groseilliers. Et donc en fait, elle passe du temporel au spirituel selon les heures. C'est simplement un changement d'heure. Mais ça s'interpénètre dans son cœur, dans sa vie. Et c'est la notion de paroisse que tu évoquais tout à l'heure. Si bien que quand, au mois d'août 1425, elle va avoir ses voix, quand elle va voir cette nuée étincelante à dextre de l'église, elle est prête pour une intervention extraordinaire dans le quotidien, qui ne lui paraît pas plus extraordinaire que le soleil, simplement c'est un deuxième soleil. Donc elle est ardente en sa piété, et elle est fière de sa quenouille,
puisque on la répute dès l'âge de 10 ans comme la meilleure filandière ou fileuse de Don Rémy. Et c'est sa mère qui lui dit, tu sais, tout le monde dit que... Voilà, et elle aime la laine, elle connaît les tissus, ça va d'ailleurs beaucoup lui servir plus tard. C'est son péché mignon, c'est une coquetterie. Oui, elle est coquette, hein. Elle est coquette, mais elle connaît les tissus, elle les voit passer sur la route de Neufchâtel depuis la Bourgogne jusqu'à la Flandre, elle les voit passer sur les chariots, elle les distingue, les tissus, et c'est ce que c'est que, parce qu'elle fait les robes de fenaison, les tabliers de toile de chanvre pour ses frères, pour les travaux pour les labeurs de la terre. Donc elle est coquette, elle connaît les tissus, mais ce qui est fascinant, c'est qu'elle est plus qu'incarnée. C'est-à-dire que elle a appris à tourner les fuseaux, à tourner l'aiguille. Elle y met de la passion. Elle aide ses frères à faire des arcs de noisetier et des épées de coudrier. Et donc elle est là dans la vie. Elle a une vitalité hors norme, elle sautille, et en même temps, elle a une gravité dès l'âge de 13 ans. Parce que dès l'âge de 13 ans, quand elle reçoit ses voix, elle pleure. Ça veut dire qu'elle comprend que c'est grave, ce qui se passe. Car elle dit, la première fois, j'ai eu grand peur. Voilà. Parce que quand même, c'est pas n'importe quoi. Et c'est vrai que dans le texte... qui d'ailleurs est reproduit dans ton livre, qui vient du procès, la fin de la séance où elle raconte ses voix. Moi, ça m'a toujours frappé cette concomitance avec le soleil, parce qu'elle dit va cette voix environ l'heure de midi, au temps de l'été, dans le jardin de mon père. Pour moi, d'ailleurs, c'est une des plus belles phrases de la langue française, c'est peut-être même la plus belle. Mais c'est vraiment à l'heure du midi, au temps de l'été, c'est midi, roi des étés. Elle est solaire, cette fille. Alors que souvent, disent les mystiques, c'est dans le petit matin, dans la brume du soir. Pas du tout. Elle est dans le plein éclat de la pleine lumière. Et c'est pour ça que je crois que c'est vraiment une fille de victoire, quoi. Elle est faite. Elle est faite pour la plénitude de la victoire. Après, elle connaîtra autre chose, mais... Tu m'avais dit un jour une fille de feu. Ouais, c'est une fille de feu. C'est ça. Une fille de feu, une fille de soleil. Hein. Ce qui d'ailleurs, en plus, sur les marches de l'Est, mais quand le soleil tape au plein été en Lorraine, il tape. Hein. Et alors, j'ajoute quelque chose. C'est que ce jour-là, elle fait le tour de la maison, il fait chaud, il fait très chaud. On ne voit qu'un filet d'eau courir sous les fontaines. La fameuse petite rivière des Trois Fontaines est à sec, la Meuse est presque à sec, et ce qui la frappe et la désespère, ce jour-là, c'est que les fleurs meurent de soif. Autour de la maison, parce qu'elle a son petit jardin de fleurs. Et alors, il y a une espèce de réponse du ciel. Au moment où le soleil tape le plus fort, donne à pic, puisqu'il est midi, roi des étés, pendu. Et il y a ce que l'histoire raconte bien, c'est que elle a tout à coup le regard attiré par une clarté qui l'enveloppe, une immense clarté, une nuée étincelante. Et elle prend soin de regarder le soleil pour dire ce n'est pas le soleil. Donc c'est une autre clarté. Elle est éblouie par une autre clarté. Elle précise à droite. Oui, à dextre de l'église. À dextre de l'église, oui. Parce que même le promoteur, enfin le type qui l'interroge, je ne sais plus lequel c'est, le 22 février, qui lui dit mais comment vous l'avez pu la voir, puisqu'elle était à droite. C'est une question complètement idiote, quoi. Parce qu'il est déstabilisé. Mais et c'est vrai qu'elle le situe bien, comme dit, pour que c'est pas le soleil, c'est autre chose. Voilà, c'est autre chose. Et alors là, ce qui est merveilleux en même temps, c'est qu'elle a une réaction complètement humaine, donc elle prend peur. La voix incise, crie Jeanne, Jeanne, et elle rentre dans sa petite chambrette, elle se blottit
blottie contre le mur, parce que elle a entendu le curé au catéchisme dire, quand il y a un phénomène anormal, il faut savoir s'il est de Dieu ou du diable. Et donc, et elle connaît un dicton d'un de ses voisins qui fabrique de la cire pour les cierges de la paroisse, qui s'appelle Le Bein, je crois, et qui dit les anges fuient le péché comme les abeilles la fumée. Et donc elle s'interroge sur elle-même. Et c'est là que prend place la scène touchante et tellement vraie, tellement vraisemblable. Elle se dit, à qui je peux en parler? Et tout naturellement, on se dit à ma sœur, à ma grande sœur. Donc elle va voir sa sœur et lui dit, bah, tu sais, voilà, il m'arrive une chose incroyable, parce que sa sœur, elle est très inquiète parce qu'elle voit qu'elle laisse son rouet dehors et qu'elle n'est plus à son ouvrage. Et sa sœur la coupe et lui répond, bah, de toute façon, le soleil aura dû taper trop fort. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, tout le monde est fou dans ce royaume. Le roi est fou et ma sœur est folle. Donc, voilà. Et elle la traite de folle. Et à partir de ce moment-là, Jeanne, qui est très intelligente, à 13 ans, se dit, donc ça veut dire que je peux en parler à personne. Parce que même, si même ma sœur ne comprend pas ce que je lui dis, alors mon père et ma mère vont me tomber dessus, ça va être horrible, quoi. Et donc là s'ajoute à la surprise des voix, au désarroi de cette petite fille devant une mission impossible, de ce deuxième soleil qui vient sur elle, qui vient vers elle, s'ajoute l'impossibilité de communiquer, l'impossibilité de confier ce secret, même pas à son confesseur, même pas à son confesseur. Non, ce qui est frappant, je pense qu'elle n'en parle pas à son curé. Non. Et alors là, on va pas faire quand même de la théologie, mais on peut quand même peut-être en faire un peu. Elle est quand même très forte. C'est pour ça que moi je milite. Un jour je l'écrirai si j'ai le temps, pour que elle soit docteur de l'Église, parce que il n'y a pas finalement de modèle pour le laïc. Bon, il y en a, les parents de Zélie et Louis Martin, mais enfin, c'est différent, c'est un bon ménage, enfin, c'est un très bon ménage, c'est un très sain ménage, bon. Mais c'est pas la même dimension, quoi. Et là, on la voit, elle reçoit une mission, je crois que c'est pas extrapolé de dire, elle reçoit une mission temporelle, laïque, politique, militaire même, bon. Et je pense que c'est pas comment dire, une peur, c'est une intuition supérieure, une intelligence supérieure. Elle dit, c'est pas pour le curé. C'est pas à lui que je peux en parler. Le seul à qui on en parle, finalement, c'est Baudricourt. Enfin, il y a son oncle Laxart et puis Baudricourt. Enfin, mais elle en parle à ceux qui peuvent faire quelque chose dans cette mission. Et les ecclésiastiques, elle a beaucoup de respect pour son curé, elle se confesse régulièrement. Mais c'est pas de l'ordre de la confession. Ça, c'est très très juste. Ouais. J'ai eu la même sensation. Elle se dit, ben, je suis rattaché à une mission, et cette mission, c'est pas leur truc. Alors, on dirait qu'elle a l'instinct des deux séparations dans la société, temporelle, spirituelle, l'un irriguant l'autre, mais chacun fait son travail là où il est, et peuple élite, parce que en fait elle va être reconnue tout de suite par le peuple. Là j'arrive à vos couleurs. On part de ton avis. Alors donc le peuple tout de suite à vos couleurs la regarde, la reçoit, la croit, alors que les élites dès vos couleurs mettent du temps, rechignent ou la trahissent, et en même temps trahissent la France. Ils l'ont déjà trahi avec le traité de Troyes. Et moi, il y a une chose qui me fascine dans toute cette histoire, c'est la prophétie qui court partout, à vos couleurs, mais aussi dans toute la France,
le royaume qui a été perdu par une femme sera sauvé par une pucelle des marches de Lorraine. Parce que si c'est vrai cette prophétie, et il semble bien que ça le soit, mais ça veut dire qu'elle était annoncée. Ça veut dire qu'il était facile d'y croire, en tout cas plus facile d'y croire. Les gens disent, mais la voilà la Vierge des marches de Lorraine. Donc elle était toute naturelle pour le peuple, qui a une vraie foi, c'est-à-dire une foi simple, une foi qui n'est pas, qui ne s'embarrasse pas de complications théologiques. Bon. Et c'est ce qui fait que Durand Laxart, qu'elle appelle son cousin, mais qui est en fait son oncle, qui est beaucoup plus âgé qu'elle, et beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus prudent, c'est ce qui fait qu'il va la croire, parce qu'il a cette prophétie qui tourne en lui, qui chante en lui. Et quand elle arrive à Vaucouleurs, donc elle se heurte évidemment à ce capitaine qui connaît son père et qui dit à Durand Laxart, écoutez, renvoyez-la chez son père. Et je ris parce que le dialogue est assez extraordinaire, parce que pour le résumer, il lui dit, mais vous venez d'où? Elle lui dit, je viens de la part de mon seigneur. Et il lui dit, c'est qui votre seigneur? Donc il s'attend à ce que lui réponde le seigneur de Bourg-les-Monts, etc. Et elle lui répond, le roi du ciel. Et donc là, il se rejette en arrière sur sa cathèdre, dans la salle des gardes, et il fait signe à Durand Laxart, comme on dirait à Lourdes, ben partiel, juste la tête, quoi. Je lui dis, ramenez-la à Domrémy, parce que sinon on serait tenté de la donner aux soldats. Voilà. Donc c'est pour elle, elle se dit, ben j'y arriverai jamais, parce que évidemment il considère que c'est ridicule de dire que je viens de la part du roi du ciel. Et c'est là où il y a une qualité chez Jeanne qu'on découvre à ce moment-là. C'est pas simplement la petite comment dirais-je, Jeannette qui sauve ses brebiettes des pattes des loups et qui cueille des pâquerettes d'eau en sautillant avec son petit tablier rouge. C'est la résistance, la fermeté, l'opiniâtreté, la pugnacité. Mes voix m'ont dit que, donc je le fais. Et donc, elle revient à la charge. Et elle est, comme elle dit, comme une femme en mal d'enfant, là. Et dans l'attente d'une deuxième entrevue, elle va finir par gagner. Alors, mais je m'arrête sur un point parce que j'ai une question à poser à l'amoureux de Jeanne d'Arc, que tu es, Jacques. Parce que là, les historiens discutent entre eux. Moi, ce que j'ai compris, ce que je crois, c'est que l'élément qui va déclencher Baudricourt, le faire changer d'avis, et le conduire à la décision d'accorder une escorte à Jeanne, c'est qu'elle lui annonce le 12 février la grande défaite, le drame de la bataille des Harengs, la bataille de Rouvray, où les soldats français, beaucoup plus nombreux que les Anglais, sont défaits par les Anglais qui transportent des tonneaux de harengs pour ravitailler la ville d'Orléans. Et elle lui annonce qu'un grand malheur est arrivé. Et il dit quoi? De quel malheur parles-tu? Il dit un grand désastre pour le roi de France. Et il se renseigne et dans la même journée, il voit arriver collé de Vienne un messager qui arrive du royaume de Bourges et qui lui dit, voilà, il y a eu un grand drame, les Français ont perdu la bataille de Rouvray. Et ils ont tous enfui, enfin, c'est une catastrophe. Et là, Baudricourt se dit, mais alors, il s'agit bien d'une prophétie, d'une divination. Elle m'a annoncé quelque chose qui vient d'arriver. Bon, c'est plus une supposition là. C'est pas une allégation de sa part. Cette jeune fille a quelque chose. Et si elle est capable de prédire une défaite française alors qu'elle a aucune raison d'avoir un messager qui vient la voir elle, c'est que peut-être elle peut contribuer à sauver le royaume. Ma question, c'est est-ce que cette hypothèse paraît vraisemblable ou pas?
Oui, vous êtes vous écoutez sur Radio Courtoisie, vous écoutez Philippe de Villiers autour de son livre Le roman de Jeanne d'Arc, et à la question qui vient d'être posée, est-ce que c'est cette révélation, moi j'ai le même sentiment que celui que tu exprimais, parce que à son procès, quand elle est interrogée sur ce sujet, elle dit clairement, je lui ai annoncé que la défaite de la journée des harengs, la ridicule défaite en plus de l'armée française, et personne ne pouvait le savoir. Et donc à ce moment-là, il se dit, alors elle est plus elliptique parce qu'elle dit, de toutes les façons, les voix m'avaient dit que je serais refusé 2 fois et qu'à la 3e fois il me dirait oui. Bon, mais le déclencheur pour Baudricourt, je crois qu'il est là. Alors Anouilh en a inventé un autre qui est astucieux, mais c'est l'imagination de l'homme de théâtre. C'est peut-être vrai parce qu'on peut rentrer. Il dit que Jeanne l'a convaincu au baratin directement, quoi. En lui disant, Robert, t'es le plus fort parce que c'est toi qui vas envoyer, c'est toi qui as découvert. Enfin, elle lui fait croire que lui, Robert, l'a découverte elle. Mais ça me paraît, c'est joli, mais ça me paraît pas tout à fait vrai. En fait, je pense que ton analyse est la vraie parce que d'abord, c'est cette légende ou ce bruit ou cette rumeur sur une femme a détruit le royaume de France et les pucelles des Marches de Lorraine qui le rétablira, et c'est vrai qu'elle court partout. Bon. C'est vrai qu'en même temps, nous sommes dans un temps où, si on peut dire d'une certaine façon, les anges sont plus présents qu'aujourd'hui. Bon. Alors parfois, on ne sait pas si c'est des vrais, si c'est des bons, mais enfin, on vit dans un monde où le surnaturel est quand même plus proche. Bon. Et donc, le bon peuple est prêt à la croire, c'est préparé. Et dans l'histoire, on voit effectivement que chaque fois qu'arrive un phénomène d'une intervention miraculeuse, parce qu'il y a des interventions miraculeuses chez Jeanne, elle vient pas ex nihilo. Elle est quand même préparée. On a l'impression que le ciel ménage aussi la terre et que donc il y a des tas de signes. Bon, de même que, enfin, souvent on l'a comparé à Jésus, donc on peut le dire. De même que Jésus était quand même très préparé, très annoncé. Bon, dans quoi beaucoup de gens l'ont pas cru, notamment les élites. Bon, Jeanne aussi, elle est préparée, elle est annoncée. Et Baudricourt, moi j'ai plutôt l'impression que il voudrait y croire, mais il a la réaction assez normale finalement de l'homme d'autorité qui dit doucement, quoi. Doucement, au début il se dit elle est cinglée, le roi du ciel elle est cinglée. Bon. Et c'est quand même assez sympathique parce que du coup sa mission est mise à l'épreuve immédiatement, quoi. Alors c'est normal qu'il hésite. Il faut quand même se remettre dans le contexte pour les auditeurs. Prenez une carte de France, tout ce qui est au sud de la Loire est encore au royaume de Bourges, sauf la Guyenne. Mais tout ce qui est au nord et à l'est est partagé entre les Anglais et les Bourguignons. Et le petit capitaine de Baudricourt, il regarde son vis-à-vis, là, Saint-Michel-au-Mont, au péril de la mer, et il y a deux îlots en quelque sorte de résistance. Et lui, il est le dernier îlot à l'est, dernier lambeau de terre française. Donc, il s'attend à ce que du jour au lendemain, il soit envahi entre les Anglais et les Bourguignons. Et donc, il sait que pour lui c'est la fin. Il sent que pour lui c'est la fin. Il a aucune raison de penser que les choses vont se retourner. Et donc l'idée qu'en plus elle se retourne avec le concours actif d'une pastoure, une bergerette, ça paraît quand même dérisoire, quoi. Et pour qu'il accepte, il faut qu'il y ait une intervention extérieure. Alors, on a dit parfois que c'était en fait René d'Anjou que Jeanne a rencontré lorsqu'elle est allée voir le duc de Lorraine
qu'il a fait venir à son chevet parce qu'il était malade et il voulait une guérisseuse en fait, il a rencontré René d'Anjou, qui en aurait parlé à sa mère, Yolande, qui aurait vu tout le parti qu'on pouvait tirer de cette jeune fille. Mais c'est un peu compliqué, hein. Oui. C'est un peu, oui. C'est un peu compliqué, puis c'est un peu long. C'est un peu long, oui. Par rapport à la décision. Ça tient pas sur la chronologie, ça tient pas. Hein. Ça tient pas dans le domaine du calendrier. Mais pour dire à quel point le royaume est en perdition, il y a beaucoup de gens qui sont quand même prêts à dire, on va s'en remettre à la Pastoure. Donc ça veut dire que vraiment, on sait plus quoi faire, quoi. On s'en remet une bergerette. Normalement, on s'en remet à un grand capitaine, oui. Le duc Guesclin du moment, mais là il y a plus personne. Voilà. Et alors il y a un autre moment fort qui est passionnant à observer, c'est qui était encore une folie de Jeanne, c'est qu'elle part avec son escorte, là ils sont 7 ou 8, et il faut traverser la France occupée, la France des Français reniés, comme on dit. Et tout le monde prédit l'échec. Et d'ailleurs, presque à mi-parcours, après Auxerre, ses amis Jean de Metz et Bertrand de Poulengy lui disent un soir, on arrête, on revient. C'est trop dangereux. Parce qu'il faut voyager la nuit, parce qu'il faut mettre des linges sur les sabots des chevaux pour éviter le bruit, parce qu'il faut traverser à mi-corps, dans l'eau glacée, toutes les rivières. Et parce que parce que on entend la forêt qui parle et elle parle anglais, quoi. Donc ils sont terrorisés. Et on imagine, on a du mal à comprendre comment Jeanne a pu traverser les terres ennemies sans être accrochée, sans être reconnue, sans être vue. Et c'est même pas payer le luxe à Auxerre de faire une pause et de se déguiser pour aller à la messe. Oui. Et donc, en fait, c'est une des choses qui va provoquer l'étonnement de Charles le Septième. Et une de ses premières questions, c'est « Mais comment vous avez fait pour traverser toute cette France hostile ?» Voilà. Et elle répond « Mes voix m'ont aidé, évidemment. » Mais ça, c'est quand même une aventure extraordinaire. Et en 11 jours, puisqu'ils partent le 13 février, ils arrivent le 23, 10 jours, 11 jours. Voilà. Donc c'est quand même, ils sont allés très très vite. Et donc ça, c'est un moment extraordinaire. Et alors, il y a une anecdote qui est très humaine, c'est que quand elle ressent le doute de ses capitaines, de ses écuyers plutôt, de son escorte, elle leur dit vivez dans l'espoir, dans quelques heures, dans quelques jours, nous serons à Chinon, et là, vous verrez, le roi nous fera bon visage. Il va nous recevoir tout de suite. Mais comment vous le savez? Mes voix. Et quand ils arrivent à Chinon, ils descendent dans la ville basse, au quartier du Grand Carrois. Elle voit des nuées d'enfants qui sortent des murs de roche, des caves demeurantes, des maisons troglodytes. Et puis on la loge chez une dame de bonne réputation. Elle vit dans la cheminée parce qu'il fait très froid. Et on mange du poisson parce que c'est le carême, du poisson de la Vienne qui coule au près. Et puis elle attend. Et là, les écuyers se rebellent. Ils lui disent « Alors, pourquoi on attend ? Puisque le roi devait nous faire bon visage et nous recevoir tout de suite. » Et il y a un capitaine qui passe par là qui répond « Mais le temps des rois n'est pas celui des hommes d'armes. » Et en fait, ce qui se passe, c'est que le roi est retenu par le conseil de cour qui lui dit « Ah non, faut d'abord vérifier les choses. Faut d'abord envoyer des émissaires à Don Rémy, faut d'abord lui envoyer des théologiens, des experts, des maîtres... en démonologie. Oui, voilà, en démonologie. Et pour savoir qui elle est exactement. D'abord, ne serait-ce que pour savoir si elle n'est pas
un être monstrueux en semblance de femme produit par l'art des démons. Voilà. Et donc elle va subir des vagues de questionnaires, toujours les mêmes questions, avec toujours les mêmes réponses. Et il dit, mais pourquoi vous êtes là? Elle dit, ça je le dirai qu'au roi. Elle veut pas parler de sa mission à tous ces théologiens, à tous ces experts, à tous ces docteurs qui viennent l'interroger. Et là, c'est encore un moment difficile pour elle, parce qu'elle finit par se dire, mais est-ce que le roi va un jour me recevoir? Et donc après, elle finit par être reçue, et là, tout bascule, tout va se passer autrement, même si elle est logée dans la tour du Coudray. C'est pas un bon signe pour elle, parce qu'en fait, il y a son page qui s'appelle Louis de Coute qui lui explique que c'est là qu'on a enfermé les Templiers. Et le grand maître du Temple, qui avait fini sa vie en maudissant les rois de France et leurs descendants. Donc, et d'ailleurs, elle voit les graffitis sur les murs, qui sont encore là-bas, à Chinon. On les voit encore, les graffitis des Templiers. Et donc, en fait, elle se dit, moi, on me fait entrer au château pour voir le roi, pour le revoir, pour lui parler, mais on m'a quand même mis dans une prison, parce que là où ont été enfermés les Templiers, la tour du Coudray, c'est quand même une prison, avec une toute petite meurtrière qui fait tout juste rentrer le jour. Et donc, si on me met en prison, c'est qu'on n'a toujours pas confiance en moi. Et alors, c'est le grand face-à-face, le terrible face-à-face entre le gros Georges de la Trémouille, Regnault de Chartres, l'archevêque de Reims, les conseillers, qui prônent la prudence, la raison, et puis ce pauvre dauphin, muable en ses légèretés, qui sait pas qui écouter, quoi. Et donc c'est là qu'intervient cet épisode que je crois vous contestez, de Cygne. Donc alors je raconte juste, donc elle voit le pauvre dauphin. D'abord elle est très très surprise, parce que pour elle un roi c'est beau dans son imagerie d'Épinal de Don Rémy. Et lui, il a les yeux petits, ronds et troubles, il a les jambes tortes, un pourpoint de la couleur d'un sac d'avoine, grenier de Greux ou de Neufchâtel, grenier à grains, et il a les mains qui tremblent, et en fait, il écoute à peine. Elle lui dit quand même, je viens pour sauver votre royaume et vous-même. Et qu'est-ce que vous voulez? Une armée. Et il lui dit, hier soir le conseil de cour s'est réuni, et le conseil de cour a dit ceci: d'abord, jamais les gendarmes n'obéiront à une vierge, à une jeune fille, à une pucelle. Jamais. Parfaitement compréhensible, argument recevable, surtout à l'époque. Deuxième argument, que je disais tout à l'heure, jamais, je ne veux pas prendre le risque de remettre mon royaume entre les mains d'une petite pastoure, bergerette de Don Rémy. Ça n'a aucun sens. C'est un aveu d'impuissance définitive. Et puis troisièmement, qu'est-ce qui me dit que c'est pas une trufferie tout ça, une tromperie? Qu'est-ce qui me dit que c'est sérieux vos voix? Et elle répond, alors c'est à ce moment-là que je place cet épisode, moi. Mais on va en parler ferrailler, tous les deux. Il dit, mais j'ai un signe. Alors c'est quel signe? J'ai un secret que vous êtes le seul à connaître avec Dieu. Vous êtes entré le soir de la Toussaint au château de Loches, dans votre oratoire, où vous êtes tombé à genoux, vous avez supplié Dieu pour savoir si vous étiez de sang royal, si vous étiez bien le fils de Charles le VI. Vous attendiez une réponse. Et la réponse, je vous l'apporte puisque je connais cette anecdote. Donc on est maintenant 3 à la connaître. Et donc elle ne pouvait le savoir que par ses voix, que par son inspiration. Et là, tout a basculé. Charles le VII a pris sa décision de lui accorder une armée. Sauf que
dès le lendemain matin, il était repris par le conseil de cour qui a dit ouf, d'abord une épreuve propédeutique. On l'envoie à la ville-chef de Sapience de Poitiers, où elle va être examinée par des vrais théologiens. Mais je reviens sur cet épisode. Quand on en a parlé l'autre jour au téléphone, on m'avait dit moi je pense que c'est plus tard. Non, c'est pas celui-là. Là, je suis d'accord là. Je crois que le premier signe qu'elle lui donne, c'est sa prière secrète. Ah oui, d'accord. C'est le premier signe, et c'est ce qui ébranle Charles VII, parce que là, il se dit quand même, personne ne pouvait le savoir. Et d'ailleurs, elle est très belle, sa prière à lui, parce qu'en fait, il dit, il faut arrêter de faire tuer les gens si je suis pas le dauphin, hein. Bon, et c'était quand même un peu, enfin, il y avait des vraisemblances avec la conduite de sa mère, il pouvait très bien ne pas être le fils de son père. Donc là, j'ai simplifié, oui. mais on peut peut-être. Mais alors non, mais il y a sur la prière. Je crois qu'il faut dire la prière, parce que il y a ce qui fait la force, à la fois la force de la prière et la force de la conviction que Jeanne est vraiment une fille inspirée. C'est parce qu'il se contente pas de dire est-ce que je suis de sang royal. Ça, c'est la première question qu'il pose à Dieu. Il en pose une deuxième, et Jeanne lui dit, et après, vous avez posé une deuxième question. Laquelle? Vous avez dit à Dieu, si jamais je n'étais pas de sang royal, accordez-moi l'asile en Espagne ou en Écosse, puisqu'il y a des projets de fiançailles entre le petit Louis, le dauphin, le futur Louis XI, et une petite écossaise, une petite princesse écossaise. Et alors Jeanne lui dit oui, voilà la deuxième question. Et il y en avait une troisième. Oui, il y en avait une troisième, dit Jeanne. La troisième, vous avez dit, si jamais je ne suis pas de sang royal et qu'il arrive des grands malheurs au peuple français, alors protégez le peuple et ne faites retomber la faute que sur moi-même. Magnifique. Et donc, en fait, Jeanne, c'est tout ça, voilà. Donc, c'est un moment intense, un moment solennel, grave, qui est poignant. Oui, donc la scène que j'ai pas trouvée d'ailleurs dans ton livre, mais je m'étonne pas parce que elle est très discutée, elle est très contestée. C'est la scène des anges. Ah non, alors ça, d'accord. Quand elle revient, c'est pas la même, et qu'elle a prié, elle dit ça à son procès. J'ai prié le ciel de m'envoyer un ange, pour que les miens cessent de marguer et de me poser des questions. Et donc elle revient. Alors c'est après le moment où elle a fait cette révélation à Charles. Elle revient dans la grande salle grande salle, je sais pas si c'est la salle du trône, enfin la grande chambre du roi, quoi, où il y a énormément de monde, il y a 300 chevaliers, bon, au moins, dit-elle. Et elle est précédée d'un ange. Alors, beaucoup de commentateurs de son procès à ce moment-là ont dit, là, elle mène les juges en bateau. En fait, les anges, l'ange c'est elle. Bon, et ce qui d'ailleurs est pas complètement idiot puisqu'elle est envoyée par le ciel, donc l'ange c'est elle. Mais à la lecture attentive, moi me semble-t-il, des actes du procès, et il y a un moment où on peut dire que l'ange c'est elle, mais il y a un moment c'est pas possible. Il y a un moment où elle dit, l'ange lui tend une couronne. Bon, et j'ai regardé chez les bons experts officiel, et Philippe Contamine dit dans son dictionnaire, oui, enfin le signe c'est une couronne qui lui a été remise, on ne sait pas où est cette couronne, mais enfin cette couronne semble avoir été remise. Et j'étais étonné parce que les historiens font un peu l'impasse sur ce passage. Or, c'est quand même pas ordinaire. Moi, je veux dire, un ange qui passe, qui arrive, qui tend la couronne, bon, et elle dit, alors est-ce qu'elle se moque? Les gens l'ont vu, oui, au moins 300 l'ont vu. Et il y avait la lumière, plus la lumière, il y avait 300 torches, plus la lumière spirituelle, c'est vous dire s'il y en avait. Tout. Et ça, j'ai pas retrouvé la scène dans le roman. Non, alors j'y fais allusion à la fin, dans le procès. Mais j'en parle pas plus parce que il me semble que c'est enfin, on n'a pas la réponse. Donc je veux pas lui faire dire des choses qui ne sont pas
ancrée dans la vérité historique. Parce que là, elle a dit deux choses contraires. À mon avis, elle a baladé les juges. Voilà. Elle était dans la métaphore. Mais c'est-à-dire l'ange, c'est elle en fait. Mais c'est vrai qu'elle a dit à un moment donné qu'il y avait une couronne d'or. Mais à un moment c'est elle et à un moment c'est pas elle. Alors la couronne d'or, à mon avis, quand je suis allé à Chinon, j'ai compris, c'est au-dessus du dais. Il y a une couronne d'or. Donc voilà, elle a vu la couronne d'or et donc elle a fait une interprétation un peu allégorique. Oui, alors il peut y avoir ça. Du couronnement. Et il peut y avoir aussi, enfin ça, c'est aussi des hypothèses qui sont peut-être, enfin qui ont un fondement. La tapisserie qu'on a retrouvée en 2010 et qui est au Louvre, là, de Jean de Littemont, on pense qu'elle est de Jean de Littemont, le peintre officiel de Charles VII, où on voit Saint-Michel d'un côté et Saint-Raphaël qui descendent et qui portent une couronne d'or, mais comme un dé, et qui la mettent sur la tête du roi, quoi. Et donc ça aurait été un peu le dessin de ce que certains auraient pu voir à ce moment-là, mais ça correspond pas tout à fait, parce qu'à Jeanne, elle parle d'un ange, elle ne parle pas de deux. Donc, mais il me semble qu'il y a eu un moment où il y a eu incontestablement une intervention angélique dans cette période de Chinon où elle est un peu difficile à dater. Oui, alors là, c'est un peu difficile à dater parce qu'il se passe quand même énormément de choses là. Oui, mais là, Jacques, il y a une autre question. Enfin, on va l'examiner tout à l'heure quand on va parler du procès. Quelle confiance on peut faire au greffier et à Cochon qui a contrôlé tout ça avec le fameux instrumentum, là, les pièces du procès. Est-ce que tout ça n'a pas été un peu arrangé pour la mettre en difficulté? En tout cas, de même qu'il nous manque, puisqu'on parle des pièces, il nous manque tout l'interrogatoire de Poitiers, qui est quand même quelque chose de... C'est quand même dommage, mais un jour on le trouvera. J'espère. Et on en dit un mot là sur Poitiers. Oui, alors après, elle parle de Chinon. De toutes les façons, Chinon, il s'est passé des trucs hors du commun, c'est sûr. Bon. Et moi, je pense toujours quand on voit la photo, le tableau, le portrait de Charles VII par Fouquet. Oui. Et je pense effectivement à Jeanne arrivant et se disant va falloir faire avec ça, quoi. C'est pas Clovis, c'est pas Charlemagne, c'est pas Charles Martel, c'est pas après François Ier. Le type, il est pas très brillant. Hein. Non. Alors c'est d'autant plus frappant pour elle que tout à coup elle découvre qui arrive à la cour de Chinon le duc d'Alençon. Ah oui, son beau duc. Qu'elle appelle le beau duc. Et elle a un faible pour le beau duc. D'ailleurs, le beau duc le lui rend bien, mais elle le regarde comme le descendant de Saint-Louis. Et Saint-Louis, elle connaît, parce qu'à Don Rémy, on lui a évidemment beaucoup parlé de Saint-Louis, puisque les Bourg-les-Monts, c'est la dame de Joinville, donc elle connaît Blanche de Castille, etc. Et quand elle voit le beau duc, descendant de Saint-Louis, ce grand gaillard avec des yeux perses, qu'elle regarde Saint-Louis, elle est conquise et elle fait la comparaison, parce que le beau duc, lui, il est tout en ardeur incandescente. Il veut d'ailleurs la faire courir la lance. Il l'emmène au pied du château pour lui apprendre à courir à la lance. Et là, il découvre qu'elle sait courir à la lance et qu'elle monte à merveille parce qu'elle a appris à monter à cru sur les roussins et les bidets les chevaux de la bourre de Don Rémy. Et elle peut pas ne pas faire la différence entre, d'un côté, le beau duc, qui est un vrai guerrier, un vrai chevalier, qui en a l'élégance et la noblesse, et puis ce pauvre roi qui est entre les mains du gros Georges de la Trémouille, et l'archevêque en exil, Regnault de Chartres. Ce que l'ancien chancelier de France, Robert le Maçon, appellera les habiles, les prudents et les favoris. Alors les favoris entretiennent leur faveur, les habiles s'exercent à leurs habiletés, et les prudents
ne connaissent que la prudence humaine, alors que toute œuvre est une imprudence. Et donc toute audace est une imprudence, et toute œuvre est audacieuse. Et donc qu'est-ce que va faire ce pauvre dauphin? Il va demander conseil et on va lui dire bon, il faut un examen supplémentaire. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on l'envoie à Poitiers en fait. Et elle croit dans les premiers moments, elle est même pas prévenue. Elle est à cheval et elle dit alors ça y est, on arrive à Orléans, près d'un petit village qu'on appelle aujourd'hui Richelieu. Et on lui dit non, pas du tout, vous lui tournez le dos. Et on va arriver où? À Poitiers. Alors, pourquoi on va à Poitiers? Parce que c'est là que sont réfugiés, à cause des Anglais, tous les clercs du royaume qui sont de tendance... Qui sont pas partis avec l'Angleterre. Voilà, qui sont pas partis avec l'Angleterre, qui sont de tendance française, voilà. Et donc elle va se retrouver chez Maître Rabateau, dans une hôtellerie, chez un avocat royal, et elle est bien traitée, mais elle est quand même en examen. C'est-à-dire qu'elle est mise en examen. Elle est sur le bout d'un banc. En face d'elle, elle voit, et elle le décrit, elle voit donc l'archevêque qui pose sa mitre, qui agite sa croix pectorale pour montrer qu'il est de Dieu, si tant est qu'elle le soit elle-même. Et puis il est entouré de fourrures, voilà, des juges. C'est la deuxième fois qu'elle voit des juges. Elle a déjà repéré quelque chose que toi tu connais. Ils ont toujours la bouche de travers parce qu'à force de parler de côté et assez nestre en général. Et donc elle voit ces juges qui ont la bouche de travers et qui parlent de côté et qui murmurent et qui parlent à voix basse. Et donc ils veulent procéder à un double examen mental, examen physique, qui va être évidemment redoutable pour elle. On lui fait raconter sa vie, on lui dit il nous faut un signe. Elle dit oui, laissez-moi aller à Orléans, vous l'aurez le signe. Et puis pourquoi la bidome? Alors là, tout s'effondre pour elle parce qu'on lui dit il y a le Deutéronome qui interdit la bidome. Abominable à Dieu. Donc elle répond avec ces mots, mais ce sont les mots de Jeanne. Elle dit c'est pour éviter que les hommes ne prennent en moi lubrique ou charnelle fantaisie. Magnifique comme réponse. En fait, c'est très concret. Donc, avec son pourpoint, avec toutes sortes de liens, des aiguillettes, 22 aiguillettes, elle est plus protégée que si elle met une robe de femme, évidemment. Et puis, le moment le plus terrible, c'est l'examen physique, parce qu'on veut vérifier qu'elle n'est pas un être chimérique en semblance de femme. On veut savoir d'où viennent ces divinations du diable ou de Dieu, puisque à l'époque on dit, l'Église dit, le diable ne pactise pas avec une vierge. Et donc on la visite en ses parties les plus intimes, et pour elle cette manière de l'impudeur lui blesse l'âme. C'est quelque chose d'absolument intolérable. C'est une humiliation. On la traite comme une génisse de ferme où on chercherait des malformations. Et donc et finalement la conclusion de l'examen, c'est elle est vierge. La conclusion de l'examen mental, c'est elle est saine d'esprit. Et donc le roi lui accorde un état, une maison militaire incroyable, avec 2 trottiers, 2 coursiers, des dizaines d'hommes de service, d'hommes d'armes. Elle a un train de général à 5 étoiles. Hein. Oui, et alors on imagine, un jour tu me l'avais dit ça, tu m'avais dit une chose très juste, j'ai pensé en écrivant, tu m'avais dit, t'imagines la jalousie des capitaines, des seigneurs. Tout à coup, cette pastoure, au bout d'un mois, à peine, à 2 mois, ouais, elle est arrivée 2 mois avant à Chinon, elle se retrouve avec une maison militaire. C'est-à-dire que comme un général, quoi. Voilà. Et donc il y a des jalousies qui vont, à mon avis, fabriquer des haines bien recuites et
qui s'exprimeront le jour venu, quand elle sera plus faible, après le premier échec, l'échec de Paris. Et donc là, elle a son étendard, frangé de soie, semé de lys. Elle a son épée, miraculeuse, l'épée de Charles Martel, l'épée de Sainte Catherine de Fierbois, pour donner bonne buffe et bon torchon. Elle a son petit anel de laiton qu'elle embrasse de temps en temps, parce que là, elle dit merci Jésus-Maria, son anel qui lui a été donné pour sa première communion par son père et sa mère, qu'elle portera jusque dans son cachot. Jésus-Maria, elle l'embrasse à chaque fois qu'il lui arrive une chose heureuse. Et voilà, et elle est chef de guerre. Elle est chef de guerre. Donc la Pastoure devient chef de guerre. Et c'est quand même une histoire incroyable, quoi. Et là, il y a déjà quelque chose de miraculeux. Surtout dans le temps, parce qu'en fait, Jeanne, c'est une fille qui va très vite. D'ailleurs, elle dit, je durerai pas longtemps. Mais quand on reprend, c'est quand même stupéfiant. 2 mois avant, elle était à Domrémy, quoi. Et là, et je pense que ça lui a aussi joué un tour terrible après quand elle comparait devant les juges, mais on le verra tout à l'heure, parce que eux non plus ne supportent pas quand elle décrit son train de maison. Quand elle dit oui, j'avais 12 000 livres, mais c'est pas grand chose pour mener la guerre, quoi. Et eux, ils trahissent pour quelques écus par mois, quoi. Elle est arrivée à un stade où je crois qu'à ce moment-là, d'ailleurs on le sent et tu le décris très bien dans le livre, à ce moment-là, alors du coup même pour le peuple, elle est déjà victorieuse. On sent que même avant qu'elle ait libéré Orléans, elle a déjà une autorité, enfin où elle est déjà acclamée, quoi. Enfin alors là c'est très intéressant parce qu'effectivement quand elle arrive à Orléans, d'abord elle fait une entrée triomphale et elle comprend très vite, parce que c'est une paysanne. Donc son père lui a appris le sens du lieu. T'es derrière le buisson, t'es devant le buisson, c'est pas la même chose quand tu veux aller à la chasse au lapin. Bon, tu veux être vu, tu veux pas être vu, tu veux être caché, etc. Hein. Tu veux surprendre quelqu'un, le lieu, le génie du lieu, le génie paysan du lieu. Et donc là, elle demande à monter sur les remparts et elle dit ah oui, en face il y a la France occupée, la Beauce, derrière moi il y a la France libre, la Sologne. Ça, c'est une première chose. Et après, elle dit, mais qu'est-ce que c'est, ces ouvrages? Alors, on lui explique les pieux, les fagots, les fossés, les bastilles. Elle assimile, elle comprend. Bon, elle se fait insulter au passage. Ah, la putain des Armagnacs. Bon, elle pleure, mais elle ne renonce pas.